mais aussi par sa force, son poids symbolique. Ce matin, la loi d'habilitation a été présentée en Conseil des ministres et le projet devrait être bouclé d'ici cet été. Alors, jusqu'où sont prêts à aller les syndicats ? Première réponse demain, puisqu'ils se prononceront sur une grève prévue pour le 22 mars prochain. Mais ce n'est pas évident que le front syndical soit si solide que ça. Je vous propose d'abord de regarder ce qu'en dit le patron de la CGT, Philippe Martinez, et puis on analysera tout ça. Le gouvernement a les clés du problème. Vous savez que nous lui avons présenté hier soir un projet construit par la CGT et il refuse de discuter. Vous, sur le principe, vous CGT, est-ce que vous dites il faut la grève pour faire comprendre au gouvernement qu'il faut nous écouter ? Quand il n'écoute pas dans le dialogue, il faut passer au cran supérieur. Et je vous répète, c'est le gouvernement qui cherche le conflit. Sébastien Potvin, on ne sent pas un Philippe Martinez hyper remonté Oui, c'est vous qui le dites aujourd'hui. On va voir ce que va donner quand même l'intersyndicale de demain et puis effectivement le mouvement du 22 mars. On verra effectivement comment les choses vont se passer. Ce qui est sûr, c'est que pour le gouvernement... Dans le ton, c'est pas très agressif. Pour le moment, c'est effectivement pas très agressif. Mais Philippe Martinez, il regarde ce qui se passe. C'est-à-dire que pour l'instant, le gouvernement bénéficie d'abord d'une forme de soutien populaire par rapport notamment à la question du statut. Ce qui est quand même, quand on regarde 20 ans en arrière, c'est quand même un petit peu différent par rapport à ce qui s'est passé au moment du gouvernement Juppé. Voilà. Ensuite, le gouvernement n'a pas repris toutes les propositions du rapport Spinetta. C'est-à-dire que sur la question notamment des petites lignes, il y a quand même un déport vers les régions. Et donc pour l'instant, le sujet n'est pas complètement au cœur du débat. Évidemment, la question de la dette est derrière tout cela. Donc pour le moment, on a deux sujets. La question du statut et la question du statut de l'entreprise. Évidemment, tout cela dans un contexte de mise aux normes au niveau de la concurrence européenne. Ouais. Donc pour l'instant, je dirais qu'on est dans une position d'attente où effectivement le contexte est assez favorable au gouvernement à l'instant où nous parlons. Un dernier point, les partis politiques, les partis d'opposition sont pour l'instant eux aussi dans une difficulté à cristalliser tout cela. Guillaume, je voulais que vous exprimiez là-dessus. L'opposition, et notamment à droite, elle n'est pas très audible, semble-t-il, d'abord parce que c'est une réforme qui aurait peut-être été faite depuis longtemps. Oui. Et sa tentative de mettre ça sur la défense des territoires, comme le disait Sébastien Potvin, de dire les petites lignes et tout ça, c'est pas non plus un argument hyper porteur. Enfin, si c'est porteur, mais c'est pas encore... En fait, il est résolu par le fait que ça déplace vers les régions, les petites lignes. Il y a une sorte d'engagement de ne pas enfermer trop. Je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a cette fragilité. Et c'est une réforme sur laquelle tout le monde s'est cassé les dents. Et je pense que le retour du refoulé, parce qu'Édouard Philippe, très proche d'Alain Juppé, a dû voir en 1995 que c'était le moment où Juppé se carbonisait sur le plan national, à ce moment-là, sur un plan politique. Mais je dois montrer à quel point, pour une fois, c'est tenu. Et je trouve que cette réforme, elle est étrangement pensée, mais quand on va dans le fond du sujet, enfin, moi je l'ai fait très superficiellement, mais j'ai vu qu'il y avait 2-3 points sur lesquels ils avaient été extrêmement souples. Par exemple, ils laissent aux cheminots la possibilité, avec leurs beaux-parents, leurs enfants, de bénéficier des billets gratuits sur toutes les lignes, etc. Ils n'ont pas suspendu ce truc-là. Il y a eu un retour. Au départ, c'était... Qui coûte 100 millions d'euros chaque année à la SNCF. C'est un cadeau, c'est un vrai cadeau. Pourquoi ? Alors, est-ce que les cadres qui peuvent se voyager l'été, etc., du coup, ne vont pas moufter sur la question des cheminots ? Par ailleurs, je vois que ce statut cheminot qui était en 95 déjà un peu contesté, mais faiblement aujourd'hui, 64% des Français, je crois que c'est un sondage, disent qu'elle est opportune, cette réforme, et qu'elle est inéluctable d'ailleurs, dès lors qu'on ouvre à la concurrence ces lignes. Donc je dois dire que c'est habilement mené, et à mon avis, il joue sur plusieurs terrains, et ça peut passer. Édouard Tétrault, habilement mené, piège. C'est plus que possible. Ça, c'est comme tout ce que ce gouvernement fait, il y a dans le traitement de ce sujet, il y a quand même deux choses. D'abord, c'est fait avec beaucoup de professionnalisme. C'est pas que la France est dirigée comme une entreprise aujourd'hui, mais il y a un problème, on le traite. On ne le met pas sous le tapis, contrairement à la présidence précédente. On ne fait pas des gesticulations pour ne rien faire après, contrairement à la présidence ante, de Nicolas Sarkozy. Et puis, avec professionnalisme et sentiment de l'urgence. Ça a été bien préparé aussi, oui, plus que ça. Sur le terrain. C'est-à-dire, on compare beaucoup avec les grandes grèves de 95-96. Alors, privilège de nos générations, on les a connues, ces grandes grèves. C'était épouvantable. L'hiver, il faisait froid. Si vous habitiez loin de votre lieu de travail, c'était
Et le coup de grâce, c'est que l'opinion était derrière les grévistes. Vous vous souvenez de ces sondages au bout de la 4e semaine? Là, aujourd'hui, il y a 2 choses qui ont changé. La SNCF a changé, c'était la gloire du pays, elle est devenue une des hontes de l'industrie française et une des hontes du pays. Elle dysfonctionne à un point, et ce sont souvent les plus vulnérables, ceux qui n'ont pas d'autres, qui en payent le prix plein pot. Donc, je ne sais pas si c'est une réforme de droite ou de gauche, mais enfin, en tout cas, ce sont des ordonnances qui vont traiter un sujet d'intérêt général. Ça, c'est le premier point. Et la SNCF a changé, le pays a changé. Le pays ne peut plus accepter, d'abord n'a plus l'argent pour, n'a plus la tolérance pour accepter de faire perdurer des privilèges qui n'ont plus lieu d'être. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, vous vous souvenez, Emmanuel Macron a été interpellé par un cheminot en disant « c'est dur, travailler, etc. » Et du tac au tac, le président de la République lui dit « je crois que mon grand-père, qui lui était cheminot, s'entendait vrai cheminot avec une vraie dureté dans le travail, travaillait un peu plus et plus durement que vous. » C'est normal, face à de telles réalités, une telle urgence sociale aussi pour le pays. On ne va pas parler de la dette. De 50 milliards. C'est normal d'agir vite, d'agir fort. Et c'est normal, au fond, que les syndicats, on les entende finalement peu parce que. Pas dire que peut-être pas non plus mettre se terrer dans la honte, mais non, mais on sent bien qu'ils n'ont plus d'arguments et que le pays ne les suivra pas. Arnaud, sur un point, Édouard Tétrault disait que la SNCF, c'est devenu la honte du pays. Non, une des hontes industrielles. Enfin, le mot honte du pays. Alors que c'était une de nos gloires. D'autres pays européens ont pris le problème à bras-le-corps avec différentes solutions, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, avec des résultats différents. Différents, oui. Je crois qu'en Grande-Bretagne, c'est toujours un gros problème et un sujet de polémique, le réseau ferré. Mais en tout cas, si on prend l'exemple allemand, en effet, alors je ne suis pas encore une fois un spécialiste du réseau ferré, mais il me semble que les Allemands ont attaqué la réforme. Ils ont d'ailleurs saisi une opportunité historique, c'est-à-dire après la réunification entre les 2 Allemagnes, il y avait 2 réseaux, enfin 2 entreprises, donc ils ont choisi 4 ou 5 ans après, je crois en 1994, en fait, repris la dette, ils ont fusionné les 2 entreprises et du coup, ils en ont profité pour faire une réforme et qui a été quand même plutôt réussie. Je crois qu'ils ont engagé des contractuels, les fonctionnaires ont été placés dans d'autres entreprises. Enfin, ils ont fait quand même des changements profonds. Il y a certainement encore des problèmes, mais quand même, cette entreprise marche bien. Je crois que l'an dernier, elle a véhiculé un nombre de passagers record, je crois 2 milliards. Donc, avec leur sens du compromis, leur sens de la réforme, les Allemands, certainement, ont fait quand même, se sont attaqués au problème avec plutôt réussi. Pour la Grande-Bretagne, c'est un peu plus nuancé, avec des prix qui ont grimpé. Les prix ont grimpé, certaines lignes sont bondées. Alors, il y a des lignes qui sont privées qui marchent plutôt bien, d'autres qui sont... Ils sont sur un système où le réseau est public et les lignes sont privées. Et l'exploitation est privée et ça marche plus ou moins bien selon les réseaux. Et c'est un petit peu aussi comme le sujet britannique. Quand la SNCF était une de nos gloires, on moquait le train britannique qui n'arrivait jamais à l'heure, ligne déficiente, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? On a privatisé. Et en privatisant, on a permis de réinvestir aussi des infrastructures qui ont été sous-investies. C'est pas, quand les cheminots disent c'est pas uniquement notre faute, ils ont raison. Il y a aussi un sous-investissement structurel dans le. Eh bien, à un moment, il faut réattirer les capitaux privés, les capitaux qui fonctionnent. Peut-être qu'on va y arriver à un moment. Et c'est vrai que le delta de ça, c'est qu'est-ce qu'on veut ? Un service pas cher qui ne fonctionne pas ? Ou un vrai service, et donc avec un prix à payer pour cela, mais qui fonctionne. Et le prix des TGV a flambé par rapport à ce qu'était le prix d'un billet. Oui, parce qu'il porte les excès de charges des retraites, des pensions, des petites lignes. Sur le sous-investissement, je vous propose d'écouter, alors c'est la CFDT, Laurent Berger, secrétaire général, qui parle justement de l'inaction et l'incapacité des pouvoirs publics à gérer cette affaire convenablement depuis des décennies. On l'écoute. Ce dont crève la SNCF aujourd'hui, c'est de l'ineptie d'un certain nombre de pouvoirs publics depuis des années sur l'incapacité d'investir durablement dans le ferroviaire et notamment dans les lignes qui ont paru moins prioritaires mais qui sont les lignes du quotidien qui transportent des millions et des millions de personnes. Il a raison de souligner ça, Laurent Berger. Oui, bien sûr. Bien sûr. Si on prend simplement l'exemple, je dirais, de la nouvelle carte métropolitaine de France. Nous avons 22 métropoles. Quel est l'enjeu de ces métropoles ? C'est de pouvoir, entre elles, être reliées
par des réseaux de communication qui fonctionnent et être reliées également avec tous les territoires avec lesquels elles sont en interaction, notamment pour ramener celles et ceux qui vont venir travailler en cœur métropole. Qui va pouvoir organiser tout cela? C'est évidemment la SNCF. C'est pour ça qu'à la question que vous posez, est-ce que le gouvernement est en train de gagner son pari? On ne le sait pas encore aujourd'hui. Il faut bien être très clair. Sur la question du statut des cheminots, effectivement, c'est en train de passer. Mais que vont essayer de faire les syndicats? Ils vont essayer de faire une vision globale sur la question de la forme, parce qu'au niveau des parlementaires de l'opposition, les ordonnances ne passent pas. Et sur la question du fond, à savoir qui va s'occuper de la dette et qu'allons-nous faire concernant les lignes, et notamment ces lignes extrêmement importantes entre les métropoles. Et c'est là-dessus que le jeu d'acteurs va s'opérer dans les semaines à venir. Est-ce que oui ou non, les syndicats vont réussir à mettre sur le devant et sur l'agenda politique ces questions-là? S'ils y arrivent, alors là, on va rentrer dans quelque chose de très compliqué, parce qu'il y aura une convergence de lutte, entre guillemets, émanante de plusieurs personnes, de plusieurs acteurs. S'ils n'y arrivent pas, alors là, le gouvernement aura gagné son pari. Chez les Républicains, c'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde parce que ce matin, Damien Abad, l'un des vice-présidents du mouvement, était l'invité du talk et il disait que lui, il allait voter, enfin, il était favorable à cette réforme, alors que Guillaume Pelletier est contre. Donc, on voit que les divisions sont quand même assez flagrantes. Je vous lis encore quelques commentaires là-dessus. Par exemple, Arduf qui nous dit sur le Figaro.fr, les syndicats devraient s'inspirer de Stephen Hawking. Alors, il fait un télescope